très respectueux et d'Emmanuel Macron, par affection, par adhésion. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un en politique, rien n'autorise qu'on soit dans ces trucs dégueulasses. Comment savoir où se situer en tant qu'homme politique? C'est dur. Tu prends du Xanax? Non. Si LFI se retrouve face au RN, t'appelles à voter pour qui? Ça, je serais très embêté, pour être honnête. Parce que je considère que c'est deux dangers énormes. Mais si t'as pas le choix. Aujourd'hui, je ne sais pas complètement te le dire. Ce qui est sûr, c'est que je ne voterai jamais pour le Rassemblement national. Il est devenu agressif, dangereux. Moi, il me fait un peu peur. Il te fait plus peur que Marine Le Pen? Non, j'ai pas dit ça. Moi, je pense que le danger principal pour notre pays, ça reste quand même l'extrême droite. On n'est pas pareil, tu vois. Moi, je suis plus peut-être sage que Marlène. Elle a une forme de liberté. J'ai pas approuvé tout ce qu'elle a fait, mais ça, c'est les gens libres. Il y a des trucs que t'aimes pas. Mais est-ce que toi, tu pourrais participer au traître? Pour tout te dire, on m'a proposé. C'est pas vrai. Ouais. Mais maintenant, je suis encore actif en politique, donc non. Mais peut-être un jour, on verra. Je suis gay, je l'assume, je me souviens encore. Mais j'ai lu que tu avais mis 2 ans à le dire à ton père Ouais. et 17 ans à le dire à ta mère. Ouais, ça, j'aime pas trop en parler, mais en tout cas, j'ai mis du temps. J'ai porté plainte, il y a eu un procès, la personne a été condamnée. Voilà, quelqu'un qui voulait, qui disait avec un long message téléphonique, on sait où t'habites. Voilà, je préfère même pas dire la suite, mais... Alors c'est un sacré CV que je dois faire en introduction, Clément. Déjà, comment ça va? Bah ça va bien, content d'être là. Un vrai ça va. Est-ce que tu as bien dormi, tiens? Je dors toujours bien, moi. Ouais? Ouais, je fais peut-être 2 insomnies par an. Moi, je dors bien, ouais. Eh bien écoute, moi aussi j'ai très bien dormi, je suis en pleine forme pour cette interview. Ah non, pas toujours. Ah, pas toujours. Pas toujours. Le stress, moi tu vois, parfois ça me fait moins bien dormir. Alors, je te disais, sacré CV quand même pour cette introduction. Clément Beaune, t'es un homme politique donc au parcours quand même très singulier. Hein. Ancien conseiller d'Emmanuel Macron sur les questions européennes, secrétaire d'État chargé des affaires européennes sous le gouvernement Castex, ministre délégué chargé de l'Europe, puis ministre délégué chargé des transports sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Tu redeviens député de la 7e circonscription de Paris après la démission d'Elisabeth Borne. Après la dissolution, t'es battu aux législatives et depuis, tu as été nommé haut commissaire à la stratégie et au plan. Alors, exactement. Haut commissaire à la stratégie et au plan, j'ai vu que ça faisait parler comme poste. Ouais, je sais. Tout le monde dit qu'il ne comprend pas ton poste. Qu'est-ce que tu as envie de répondre? Bah, je vais expliquer. D'abord, c'est un poste, parce que souvent la critique, pour être clair, c'est on t'a recasé ou on l'a créé au moment où il y avait François Bayrou. Bon. Oui. Et moi, je rappelle quand même, c'est important, que c'est une institution qui est très ancienne. Ça a été créé par De Gaulle, juste après la guerre. Donc en 1946, on va fêter les 80 ans du plan. Alors à l'époque, c'était vraiment la reconstruction. Donc littéralement, c'était la petite structure avec des ingénieurs et tout qui prévoyait les objectifs de production. On disait qu'il faut faire tant de tonnes d'acier, tant de tonnes de blé, etc., région par région, etc. On ne fait plus comme ça. Mais aujourd'hui, l'idée, et c'est vrai que ça avait un peu perdu de son lustre, de sa notoriété, moi j'essaye de lui redonner de la vigueur, c'est qu'on doit planifier des choses. Par exemple, si on s'occupe du changement climatique, si on parle de démographie, moi je suis très obsédé par le sujet de la démographie. Oui, j'ai vu que tu travaillais même sur 2035 et 2050. Exactement, mais si par exemple tu veux savoir combien il y aura d'enfants dans les écoles en 2035, en 2050, pour savoir combien il faut de profs, pour savoir combien il faut d'encadrants, dans les cantines, etc. Bah ça se planifie. Évidemment, on travaille avec les ministères. On va en parler, Clément. On essaie de synthétiser ce que font les différents ministères qui travaillent chacun dans leur coin, alors que tu as des sujets comme la démographie qui vont concerner tout le monde, les soignants, les profs, etc. On va parler de tout ça, Clément. Mais ce que j'ai vu en me renseignant, c'est que j'ai vu que le haut commissaire à la stratégie et au plan, il est nommé par le président de la République, donc Emmanuel Macron. Donc je voulais savoir si tu étais poteau avec Emmanuel Macron pour avoir eu ce poste-là, parce que c'est vrai que tu as été de tous les gouvernements. Il n'a jamais voulu te lâcher, j'ai l'impression. Bah, je suis parti quand même au moment de la loi immigration, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Moi, je fais partie de ceux qui ont eu à un moment des débats politiques dans ma famille politique, pas seulement avec le président. Moi, je suis très respectueux et d'Emmanuel Macron, par affection, par adhésion, parce que moi, je l'ai suivi quand il n'était pas encore ministre. Il travaillait à l'Élysée, je l'ai connu à ce moment-là. Il a été ministre, il a constitué une équipe, parce que lui, il était nouveau en politique aussi. Maintenant, on a l'impression qu'il a toujours été président en quelque sorte, mais il a été un jeune ministre, inconnu. Et il a créé une équipe. J'ai fait partie de cette équipe dès le premier jour. Et après, je l'ai suivi en campagne. Ce n'était pas du tout le favori. On y a cru. On s'est battu pour lui avec d'autres. Et puis après, j'ai été son conseiller pour l'Europe. Comment tu décrirais aujourd'hui ta relation avec Emmanuel Macron? De respect et d'affection. Parce que, en tout cas de mon côté, je ne parle pas à sa place, parce que j'ai de l'admiration pour ce qu'il a créé,
Après, il y a des débats, on aime, on n'aime pas. Mais moi, j'adhère notamment à tout ce qu'il a fait sur l'Europe, parce que je pense que ça paraît aujourd'hui évident d'être pro-européen. Quand il a été, c'était courageux en 2016-2017, un candidat, c'était le Brexit. Il y avait un pays qui était sorti de l'Union européenne, l'Angleterre, et lui, il a dit, moi, je pense que l'Europe, on doit la défendre, la changer, la renforcer. Qu'est-ce que tu as appris d'Emmanuel Macron? J'ai appris, moi, je suis un tempérament parfois prudent, sage. J'ai appris une certaine audace. Alors, quand tu es audacieux, parfois ça passe, parfois ça casse, mais c'est quelqu'un qui prend des risques. Et moi, ça m'a un peu contaminé, si je peux dire, au bon sens du terme. J'ai appris à sortir un peu de moi-même. Tu vois, quand j'ai fait une campagne, tu as dit que j'avais été député de Paris, moi, quand j'étais gamin, j'avais beaucoup de mal à parler en public. J'aurais jamais fait quelque chose qu'on fait comme ça. Ah, je savais pas ça. Ah si, complètement. Moi, je faisais du théâtre, parce que mes parents m'ont forcé à faire du théâtre, ils ont bien fait, pour que j'apprenne à parler devant même un petit groupe, tu vois. Pour te sortir de ta coquille. Pour me sortir de ma coquille. J'étais un bon élève, mais j'étais hyper timide. Donc je levais pas la main, j'espérais qu'on me fasse pas parler, etc. Moi, j'aimais bien faire l'écrit. Tu vois, j'étais sage, je faisais mes devoirs. Mais l'oral, c'était dur, très dur. Et encore aujourd'hui, tu vois, le jour où j'ai été nommé ministre, enfin le lendemain, le premier truc, c'était d'aller répondre au Parlement. Ce qu'on voit à la télé le mardi, le mercredi, les questions au gouvernement. Et je pensais pas que j'aurais une question. Et j'ai eu une question surprise de Sébastien Chenu. Qui t'a dit quoi? Déjà, c'est l'opposition, c'est l'extrême droite. Donc, il a posé une question qui était un peu dure. On ne savait pas qu'il y aurait cette question, parce que les partis politiques, parfois, ils disent qu'ils ont une question à poser, parfois, ils ne disent pas. Lui, il n'avait pas dit. Et moi, j'étais là depuis 24 heures. Je n'avais jamais répondu au Parlement. Tu vois. Et Sébastien Chenu me pose une question sur l'Europe, sur un sommet européen. Bon, je connaissais le sujet, mais il faut regarder le timing, il faut regarder le député, tu es devant 600 personnes presque qui ne sont pas toutes sympas avec toi, et puis qui attendent toutes de savoir si c'est un bizutage, tu vois, si tu vas répondre ou pas, même les gens de ton parti. Et bon, je l'ai fait pas mal, mais ça m'a libéré, tu vois, j'ai parlé, j'ai répondu, tu n'as pas le choix, tu sautes dans le grand bain. Voilà, mais tout ça, je l'ai appris quand j'ai fait une campagne électorale. Je disais député de Paris, moi, faire une campagne, tu vois, aller tous les jours, serrer des mains, discuter, te faire engueuler, tu as des moments magiques et puis tu as des moments où tu te fais un peu chahuter. Quoi. Donc en fait, tu t'es fait violence. Ouais. En devenant adulte. Mais moi, ce que j'ai adoré dans ces années, et puis c'est pas fini, j'espère, mais de politique, tu vois, c'est au-delà de l'activité elle-même, où moi je trouve ça passionnant de s'occuper de grands sujets ou de sujets locaux pour ta circonscription, mais jusqu'à l'Europe. Mais c'est surtout que moi j'ai appris, moi j'ai changé. Moi j'ai appris, ce que je dis souvent, c'est que je fais aujourd'hui des choses que j'étais incapable de faire il y a 5 ans ou 10 ans. Et ça, dans la vie, c'est quand même une chance énorme de faire des choses où tu apprends, où tu t'enrichis, où tu fais des rencontres, où tu as des compétences que tu n'avais pas avant. Et moi, c'est passé par la politique. Je dis, parfois, c'est une forme de thérapie, la politique. Le super timide que j'étais, il a appris à se battre un peu. Et qu'est-ce que tu as vu d'Emmanuel Macron que les Français ignorent? Je pense qu'on oublie qu'il a beaucoup d'humour, quelqu'un de très drôle et très chaleureux. Je sais que quand on est président de la République, on est vu comme un peu distant, comme un peu vertical. C'est normal, c'est la fonction. Il peut lâcher des petites blagues comme ça de temps à autre. Ouais. Et tu riais sincèrement? Ah ouais, franchement, ouais. Mais moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai connu Emmanuel Macron avant qu'il soit président. Donc évidemment, ensuite, quand il était président, on respecte la fonction, on respecte la personne. Le cadre de l'Élysée, c'est plus solennel, tu vois, c'est plus grave. Mais voilà, je l'ai connu dans des fonctions qui étaient déjà des fonctions de responsabilité. Et quand il était conseiller à l'Élysée, quand il a été ministre, j'ai vu l'évolution d'ailleurs. Les institutions, ça compte. Quand tu es ministre, c'est quand même plus détendu quand tu parles à un ministre que quand tu parles à un président. Et c'est normal parce qu'il représente tous les Français, il représente la France à l'international. Je l'ai vu dans des sommets européens avec Angela Merkel, avec le président chinois, avec Trump, etc. Bon, tu as un poids sur les épaules. Mais voilà, il y a une personne privée qui est beaucoup plus cool, si je peux dire, détendue, drôle que peut-être ce qu'on voit dans l'image de télé. Est-ce que tu as pu être là pour lui dernièrement ou pour Brigitte Macron face à la campagne de dénigrement, de diffamation aussi qu'elle a vécue, qu'ils ont subi dû à Candace Owens qui disait que Brigitte Macron était née homme? Alors, moi, je ne parle jamais de mes conversations privées avec le président ou la première dame, mais là-dessus, moi, j'ai trouvé ça... qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un en politique, rien n'autorise qu'on soit dans ces trucs dégueulasses. Bon. Et donc j'essaye d'imaginer que c'est une blessure. Même quand on a le cuir épais, même quand on est en politique, Brigitte Macron, elle n'est pas élue directement. Elle est la première dame, c'est une fonction importante de représentation, elle le fait très bien, avec dignité. Mais en plus, je trouve ça beaucoup plus dur d'attaquer quelqu'un qui n'a pas choisi d'être en politique, qui n'est pas vraiment en politique,
sur des trucs privés, personnels, immondes. Bon. Donc voilà, moi, évidemment, je porte mon soutien, mais ça dit quelque chose aussi sur notre époque, où on se permet d'attaquer sans limite. Qu'on dise j'aime pas la mesure prise par le ministre machin ou le président, bon ok, ça c'est la vie démocratique et c'est jamais très agréable. Moi quand j'étais ministre des Transports, parfois les gens ils disent t'es nul, t'as fait n'importe quoi sur tel dossier, sur tel projet, bon mais ça c'est la vie. Alors, on peut le dire poliment, pas obligé d'être agressif, mais quand c'est perso et quand en plus c'est n'importe quoi, qu'on invente des choses sur son identité, sur sa personne, sur son intimité, bon c'est vraiment là le pire. Pas que de la politique d'ailleurs, parce que ça concerne aussi des sportifs, des personnalités, tu le vis peut-être aussi. On est attaqué. Dès qu'on est public, on est attaqué. Alors les gens disent, bah, vous le savez, quand vous êtes public, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que tous, on doit s'habituer à ça. Parce que tu peux être public, tu as des avantages et des inconvénients, ça c'est la vie. Mais en revanche, qu'on tape sur la personne, l'intimité, je trouve ça horrible. Oui, il faut savoir où s'arrête la liberté d'expression. Et ta liberté d'expression, je vais l'activer. Clément Beaune, en te demandant, qu'est-ce que tu penses de Pascal Praud ? Je vais essayer d'être cohérent, je ne vais pas attaquer une personne. Moi, je suis déjà allé dans ces émissions, pas beaucoup. Je trouve qu'il y a un truc qui est là aussi de l'ordre, maintenant de plus en plus du personnel. Quand il tape sur le président de la République, il a le droit politiquement. Après, c'est parfois avec des espèces de fake news, de rumeurs. Je ne trouve pas ça bien. Et puis, même si j'entends dire c'est la liberté d'expression, etc., très bien, c'est la liberté d'expression, mais on ne va pas dire que c'est le pluralisme politique non plus. Moi, je regarde de temps en temps les chroniqueurs, etc. Bon, ils ont tous une ligne politique. Bon, il n'y a pas une grande diversité. Manifestement, ils aiment plus Bardella que la gauche ou que Macron et les proches de Macron. Bon, c'est leur droit, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais simplement, il faut être là aussi honnête et cohérent. C'est une ligne politique, c'est un projet politique. Voilà, donc ils ont le droit. Il faut qu'il y ait tout, de la diversité, tant qu'on ne tombe pas dans des propos excessivement violents, agressifs ou faux. Mais voilà, ce n'est pas ma ligne politique. Et je trouve que dire il y a une diversité d'opinions, il y a un pluralisme d'opinions, ce n'est pas ce qu'on voit. Et est-ce que c'était violent de la part de Pascal Praud te concernant de dire Clément Beaune, on ne sait pas à quoi il sert. Clément Beaune, il sert à rien. Il l'a répété plusieurs fois. On va revoir un extrait de cette séquence. Ça se passe ici. Vous connaissez Clément Beaune? J'ai cet honneur. Alors vous servez à quelque chose, vous êtes préfet. Alors Clément Beaune, il est haut-commissaire au plan. Désolé, Clément Beaune, je voulais un peu chauffer avant l'entretien. On ne sait pas à quoi il sert. Bon. Donc c'était sur Europe 1. Ouais. Comment tu l'as vécu, cette séquence ? En fait, là, ce qu'on voit, juste après, je vais rentrer en studio et je vais avoir l'occasion d'expliquer. Bon. Je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu, mais bon, ça c'est la vie. Non, juste avant, une semaine avant, il m'avait appelé au téléphone par surprise. Pour l'anecdote, j'allais prendre un train, et puis j'ai un numéro masqué, je réponds jamais au numéro masqué, mais là, bon, je ne sais pas pourquoi, je venais de prendre mes fonctions, et donc je me suis dit, ça se trouve, c'est un truc important, un numéro que je ne connais pas. Voilà, je réponds. Et c'était Pascal Praud qui m'a mis en direct à l'antenne. Bon. Ah, sans te prévenir. Sans me prévenir. Bon, ça c'est la vie. Ça, pour le coup, tu vois, c'est pas... Ça se fait, ça ? C'est pas génial parce qu'on prend les gens par surprise, mais bon, ça c'est la vie. Tu as décidé d'être une personnalité exposée, pour le coup, il faut être prêt à répondre. Ça me choque pas. Donc j'ai répondu, il me décroche tout de suite en me disant à peu près ça. Il me dit bonjour, vous avez été nommé un truc qui sert à rien, etc. Bon, c'est jamais sympa. Mais ça, pour le coup, c'est le débat politique. J'allais dire, il faut être prêt à faire ça. Moi, j'étais un grand timide, je te disais, mais maintenant j'ai appris à répondre. D'ailleurs, je réagis tout de suite. Voilà, je fais du ping-pong, etc. Et je lui dis, bah, écoutez, si on est honnête et si vous voulez qu'on débatte de à quoi ça sert, je viens vous voir. C'est pour ça que je suis allé. Voilà, après, c'est ça que j'ai pas aimé dans l'émission, mais c'est pas pour moi, c'est parce qu'il y a des équipes derrière, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui bossent tard le soir, dur, pour faire des rapports, des études, ils y croient, ils essayent de mettre dans le débat public des chiffres pour qu'on ait justement des débats un peu rationnels, etc. Et je trouve que les attaquer en disant, dans l'émission, il dit vous appartenez à des machins, des agences, c'est des gens qui sont pas très bien payés, lui il est payé beaucoup d'argent, hein, je ne veux pas renvoyer dos à dos, mais enfin, quand on gagne bien sa vie, qu'on a un micro entre les mains et qu'on attaque des gens qui ne peuvent pas se défendre, moi je ne trouve pas ça bien. Mais lui, c'est pas l'argent du contribuable. Non, c'est pas l'argent du contribuable, c'est vrai, enfin, tout le monde paye à un moment donné, hein, quand on est payé par la pub, c'est le consommateur qui paye, hein. Donc moi, je veux bien. Mais les fonctionnaires, ils ne sont pas tous bien payés. Ils ne sont pas tous d'ailleurs fonctionnaires à vie. Il y a des gens dans les structures publiques comme la mienne, ils ont un contrat, donc une forme de précarité aussi. Et c'est des gens qui bossent dur. Alors on peut dire il faut qu'ils fassent autre chose, etc. Très bien, moi je suis leur chef et leur responsable, j'encaisse et je défends. Mais je note que beaucoup de gens disent, là aussi la cohérence, ouais, à quoi ça sert d'avoir un truc qui réfléchit à 2050, etc. Et après on dit à l'État, vous n'êtes pas foutu de prévoir les infrastructures de TGV pour demain, le nombre de médecins qu'il faut recruter, le nombre de profs qu'il faut recruter. Ils sont incohérents les Français ?
On est tous incohérents. Ouais, on est tous incohérents. Je prends l'exemple, on parlait de la fonction du président. Le président, on lui demande d'être à la fois proche et lointain. On lui demande d'être à la fois un président qui va à l'international, qui fait des sommets, qui parle les langues étrangères, etc. Et puis d'être dans le quotidien des Français, de répondre à tout. Donc on est incohérent. Voilà, c'est comme dans la vie, on est incohérent. Comment savoir où se situer en tant qu'homme politique? C'est dur. Tu prends du Xanax? Non, mais je dors bien déjà, ça aide. Non, c'est ça que j'ai appris au début. Tu vois, quand j'ai été, au début, on est un peu naïf. Moi, je suis pas. T'as dit mon CV, c'est gentil, mais en fait, j'ai eu un boulot avant d'être en politique, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que. Donc pas comme Bardella. Pas comme Bardella, mais c'est important parce que, et c'est pas une question là, je pense que c'est important d'avoir pas été que en politique, dans le public ou dans le privé ou dans une association, où on veut. Je pense que c'est important de faire des allers-retours. Alors là aussi, on est un peu paradoxaux parce qu'on dit les politiques. Il faut qu'ils changent, il ne faut pas qu'ils fassent que de la politique, il faut qu'ils connaissent la vraie vie, le monde du travail, quel qu'il soit. Et en même temps, quand ils font des allers-retours, on dit attends, pourquoi il est parti dans le privé ou pourquoi. Bon, donc il faut savoir ce qu'on veut. Mais ça, je vais t'en parler dans quelques instants. Tu vas voir, Clément, je vais te montrer des photos d'anciens ministres et tu vas pouvoir me parler de leur activité actuelle. Mais juste pour réagir à quelques commentaires qui étaient sous cette vidéo repostée par Europe 1, donc de Pascal Praud te concernant, on peut lire 7 000 € pour brasser de l'air. Pourquoi l'État fait appel au cabinet de conseil et en plus il y a des personnes qui réfléchissent pour 7 000 balles par combien de personnes? Combien d'emplois fictifs? C'est scandaleux. Ou encore ChatGPT ferait un meilleur boulot que 70 fonctionnaires dans un comité bidon. Ça, c'est pas vrai. Factuellement, qu'est-ce que tu réponds aux Françaises et aux Français qui pensent ça, ou encore aux sénateurs qui ont voté pour la suppression des crédits du Haut Commissariat, ou même les Républicains, qui étaient pourtant alliés ponctuels de la majorité, qui proposent de supprimer 2/3 des agences de l'État? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, franchement, il fait un boulot qui sert à rien? Je vais te dire, je vais être honnête, il y a des gens, tu les convaincras jamais. Ouais. Pascal Praud, je le convaincrai pas. Parce que c'est son business de dire que l'État c'est nul, que les agences, les fameux machins autour de l'État, etc., c'est nul. Bon, il gagne sa vie avec ça. Bon, c'est son droit. Tant mieux s'il gagne bien sa vie, plus que nous, plus que moi. Bon, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'y vais quand on m'invite parce que je ne veux pas laisser attaquer une institution. Moi, je dirige des gens. Mais après, il y a des gens, ils se posent la question sincèrement. Même des copains, moi, ils m'ont dit, c'est quoi ce truc-là? Bon, je prends un exemple. On a fait un travail sur la démographie. La démographie, ça veut dire que cette année, pour la première fois, en France, il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Donc la population, elle va baisser. Mais il y a des ministères pour ça. Ouais, mais alors on travaille avec les ministères. C'est ce que te dirait l'avocat du diable. Bien sûr, il y a des ministères. Mais d'ailleurs, moi je le dis, les gens qui bossent avec moi ou pour moi, ils viennent des ministères, ils viennent quelques années dans cette structure, on n'a pas recruté des gens en plus. Ils viennent quelques années du ministère de la Santé, du ministère de l'Écologie, du ministère des Finances, et ils travaillent ensemble, justement, c'est ça l'idée. Ce n'est pas des emplois en plus, c'est des emplois qu'on rassemble pendant quelques temps. Et sur la démographie, on dit, si on a moins d'élèves de 15% dans 15 ans, on va voir avec l'éducation nationale comment on ouvre ou ferme les écoles à certains endroits. Si par exemple on a moins de soignants qui sont recrutés parce qu'il y a moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail dans 10 ans, comment on fait pour protéger les personnes âgées qui auront besoin de plus de soins? Et est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ta fonction, est-ce que ton métier, il est payé 7 000 € par mois? Alors oui, brut, c'est ça. C'est à peu près ça. Parce que Bayrou disait qu'il ne prenait pas de salaire à ce même poste. J'insiste, François Bayrou, c'était un autre schéma. Il était maire d'une ville et président d'une agglomération. Et il faisait ça, partie de la semaine, en complément de son activité politique. C'était un autre modèle, ça existait. Moi, je suis un fonctionnaire. J'étais déjà payé par l'État avant, je suis fonctionnaire. Alors certains ils disent les fonctionnaires ils servent à quoi, etc. Si j'étais parti dans le privé, on m'aurait dit t'es parti gagner mieux ta vie dans le privé. Moi je suis resté dans la fonction publique, je pourrais beaucoup mieux gagner de ma vie dans le privé, je gagne bien ma vie, je me plains pas du tout, mais j'ai fait le choix du secteur public parce que je pense que c'est important. J'ai cette fonction aujourd'hui, j'en aurai d'autres après dans le secteur public. Oui, mais tu vois, on traverse une période aujourd'hui en France où beaucoup s'accordent à dire qu'il faut faire des économies. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des économies sur un poste comme le tien? Si, on fait des économies dans la structure. Avant, je ne vais pas être trop long, mais c'est important, François Bayrou donc, il avait cette fonction, puis il y avait une autre structure qui faisait à peu près la même chose. Moi, j'ai fusionné. C'était la demande d'ailleurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, de plein de députés, de plein de partis politiques. Ils ont dit qu'il faut fusionner. On est la seule agence dans l'État où on a fusionné 2 structures cette année. Je le dis quand même parce que, comme les frites McCain, ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus, nous on a fait vraiment une fusion. Et on fait des économies. Cette année, moi je rends 15% d'économies de fonctionnement sur ma structure. On fera pareil l'année prochaine. Moi j'ai parfaitement conscience que quand on est dans le secteur public, on doit justifier de chaque euro qu'on utilise pour le contribuable. Et moi, je fais très attention à ça. On va réduire les emplois aussi. On fait des économies. Maintenant, la question, c'est est-ce que la mission, elle est utile ou pas? Moi, je pense qu'elle est utile. Si elle n'est pas utile, on fera autre chose. Moi, je pense qu'elle est utile et qu'on a justement besoin de plus de gens qui réfléchissent un peu à la durée pour anticiper, gérer des crises. On va avoir des menaces cyber, militaires, etc. On travaille avec les ministères. Nous, on rassemble des gens, on coordonne des gens pour essayer d'anticiper tout ça. Et par exemple, tu vois, quand le président de la République
a présenté un service militaire volontaire il y a quelques jours. Il y a un débat là-dessus, moi je pense que c'est très bien. Et ben nous, on a fait le travail technique avant. C'est-à-dire c'est toi qui l'as suggéré? Non, il avait déjà l'idée, mais nous on a fait le travail technique, combien ça coûte, combien de jeunes tu peux mettre par an, ce que font les autres pays européens, on a tout regardé, parce que quand tu prends une décision, il faut qu'elle soit travaillée. Le président, il a eu cette intuition il y a quelques mois, il l'a présentée là, entre-temps, il y a eu du travail de pas mal de gens, dont nous. Donc tu travailles sur des projections au niveau de ta fonction, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai découvert. En 2027, faisons une projection, tiens, si LFI se retrouve face au RN, t'appelles à voter pour qui? Ça, je serais très embêté, pour être honnête. Parce que je considère que c'est deux dangers énormes. Mais si tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, je ne sais pas complètement te le dire. Ce qui est sûr, c'est que je ne voterai jamais pour le Rassemblement national. Tu l'avais fait avant pas les municipales, avant les législatives. Dire, exactement, et je l'assume. Deux choses. Moi, je ne mets pas de signe égal. Ce que je dis, ce n'est pas l'égalité absolue. Pourquoi? Parce que je pense que dans l'histoire, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est pas pareil. Pour moi, c'est deux extrêmes, c'est deux dangers, mais c'est pas pareil, parce que l'extrême droite dans notre pays, c'est une tradition qui a été violente, agressive, anti-républicaine. Les choses ont probablement changé, évolué, mais il ne faut pas oublier ça. Et ça se sait dans l'histoire, ça se voit dans le militantisme de certains à l'extrême droite, au Rassemblement national. Alors on dit en Italie, on a un parti qui était d'extrême droite, qui est au pouvoir avec Mme Meloni, c'est pas si grave, mais c'est une coalition. Déjà. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Si en 2027, tu dois appeler à voter si c'est LFI qui se retrouve face au RN? Non, franchement, je réponds pas. C'est ça aussi ta fonction, c'est de prendre des responsabilités. Ça, c'est ma fonction personnelle. Tu me demandes une conviction personnelle, c'est pas le plan. Mais c'est intéressant la question que tu poses parce que tu dis LFI contre le RN. Si on est dans cette hypothèse, moi, je vais d'abord me battre pour que ça n'arrive pas. C'est ça ma responsabilité. Bien sûr, mais ma question, c'est s'il y a LFI face au RN. C'est pas LFI face au RN d'ailleurs, c'est une personne. Donc c'est a priori Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Bon, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il n'a peut-être pas toujours été comme ça, mais est devenu agressif, dangereux. Moi, il me fait un peu peur. Il te fait plus peur que Marine Le Pen? Non, j'ai pas dit ça. Moi, je pense que le danger principal pour notre pays, ça reste quand même l'extrême droite. Il ne faut pas l'oublier parce que eux, ils peuvent arriver au pouvoir. L'extrême gauche, elle n'a aucune chance d'arriver au pouvoir. Donc, tu appellerais à voter pour Jean-Luc Mélenchon? Je t'ai dit que je ne voterai jamais pour le RN. Donc, tu appellerais à voter pour Jean-Luc Mélenchon? Je ne l'exclus pas, mais ça dépend un peu de comment ça se fait dans la campagne et qui y a derrière. Ça, c'est très important. Mais j'assume ce que j'ai dit en 2024, pour être très concret, parce que ça, c'est pas de la politique fiction, c'est ce qui s'est passé. On me l'a reproché parfois. Moi, j'ai dit, même quand il y a un candidat LFI contre le RN aux législatives de 2024, eh bien, j'appelle à voter LFI. Pourquoi? Ils étaient, pour certains, pas mes copains. Moi, je me suis battu contre des candidats LFI. Mais parce que le danger, à ce moment-là, c'était que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et il faut qu'on ait en tête aujourd'hui que le danger pour notre pays, concret, le danger concret, je ne parle même pas de morale, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. L'extrême gauche au pouvoir, elle n'a aucune chance. Aucune chance. On voit les sondages. Quand tu vois Bardella contre Mélenchon, c'est 75%, 25%. C'est pas. Et pourtant, c'est Jordan Bardella qui bénéficie de la confiance des Français au niveau des derniers sondages qui sont sortis. Moi, ça m'inquiète parce que justement, Mélenchon, beaucoup de gens disent il est dangereux, etc. Et je partage. On oublie du coup que l'extrême droite, c'est aussi très dangereux et d'autant plus dangereux qu'eux, ils sont aux portes du pouvoir. Donc moi, je me bats pour qu'on n'ait pas ce choix, qu'on ait plus de choix que ça, et qu'il n'y ait pas un extrême qui arrive au pouvoir, et surtout pas l'extrême droite. Je vais te montrer un extrait vidéo, Clément, où tu es assez touché. Non, tu es beaucoup touché, je trouve, quand même. Tu expliques que tu vas quitter tes fonctions de ministre, et tu le fais avec beaucoup d'émotion. Regarde. C'est dur, ça. Alors, depuis plus de 3 ans comme ministre, j'ai voulu agir en ayant 2 exigences. Accomplir ma mission et servir mes convictions. Et je pars en ayant le sentiment de ne pas avoir transigé avec ces 2 exigences. J'emporte avec moi ces convictions à l'Assemblée nationale pour mener mes combats, les défendre au sein de notre majorité. Pour mon équipe, dont je sais la tristesse, je veux dire que partir en ayant défendu ces convictions n'est jamais un échec, ni un déshonneur. Au contraire. On sent que tu retiens tes larmes. Ouais, ça me réémeut de le voir, je ne l'ai pas revu. Ouais, parce que on est des humains, et donc au-delà du fait, c'était au moment de la loi immigration, au-delà du sujet politique, du désaccord politique, j'ai travaillé avec des gens pendant plus de 3 ans. Ils partent d'un coup, il faut avoir en tête que c'est très brutal. Ah oui, c'est violent. C'est brutal dans les deux sens. Quand tu arrives en politique, moi quand j'ai été nommé ministre, tout à coup, tu es au Parlement, tu fais un média, tu es protégé par un officier de sécurité, ça fait bizarre. Tu te retrouves dans le quotidien. Tu te retrouves dans le quotidien, ou voilà, exactement, dès que moi on me dit que je prononce des trucs bizarrement, donc on se fout de ma gueule dans le quotidien. Ça ouais, que j'ai une voix snob, bon, j'espère que non. Mais, t'as un petit accent du 16e. Oui, alors que pas du tout.
je viens pas du tout du 16e, Ah ouais, c'est et ma vrai. famille vient pas du tout du 16e. Donc, tu vois, parfois, on a des clichés sur les gens. C'est vrai. Moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, justement, un prof et une Oui, c'est vrai. infirmière. Voilà, j'en suis très fier, mais c'est pas du tout une famille bourgeoise du 16e. Alors, mais c'était à force de côtoyer Macron. Non, il parle pas comme ça. Puis lui, il vient pas de Paris en plus, c'est pas du 16e. Bref, mais là, et ça s'arrête, mais ça, c'est la République, et c'est la démocratie. On n'est pas propriétaire de son ministère, donc on a la chance de servir. On sait que ça va s'arrêter. Quand ça s'arrête, d'un coup, les gens ils pensent que les politiques, ils ont la voiture, le bureau, etc. Quand on est ministre, et seulement quand on est ministre, on a un joli bureau, une voiture, etc. Mais l'heure où on est viré, tout s'arrête. C'est l'autre ministre qui reprend la voiture, le bureau, et c'est normal. Quand tu t'opposes, et donc Clément... là, c'est surtout qu'il y a une équipe avec qui j'ai bossé, je les vois en face de moi. Et puis on dit au revoir. Après, donc ça te touche. Ça me touche, et puis parce que c'était des circonstances qui étaient un peu difficiles. Mais quand tu t'opposes, Clément, à la loi immigration comme tu l'as fait, alors que c'était défendu par ton propre camp, est-ce que tu savais que tu allais perdre ton poste? Est-ce que tu savais qu'ils allaient te mettre au placard? Au fond de moi, oui. Au fond de moi, oui, je savais. J'ai pris le risque. Pourquoi tu n'as pas démissionné? Ça, c'est une bonne question. Ça t'a été reproché? Ouais, beaucoup, je sais. Ce que je disais à des étudiants l'autre jour qui me posaient la question, je leur ai dit c'est marrant parce que moi, vous me posez la question et je vais y répondre. Pourquoi tu n'as pas démissionné? Donc pourquoi tu n'es pas allé au bout de l'opposition? Oui, c'est ça le truc. Comme d'autres l'ont fait. L'autre l'a fait, Aurélien Rousseau, et je salue une forme de courage. Oui. Après, on a des accords sur d'autres sujets, mais je salue son courage. Moi, et donc je disais, on te reproche quand tu as fait un truc à moitié, disons. Moi, je ne considère pas ça, mais disons que j'ai fait un truc à moitié. Les gens, ils te reprochent plus que si tu n'avais rien dit du tout. Oui. Tu vois, c'est quand même toujours paradoxal dans ce pays. On aime la conflictualité, la violence, on n'aime pas la nuance. Et moi, c'est peut-être un défaut d'ailleurs en politique, parce que parfois, il faut être plus clair. Peut-être je suis trop long, peut-être je suis pas... moi, je suis un nuancé, je suis un modéré. Et puis, il y a un aspect affectif, je l'ai dit dans mon bouquin, je l'assume. Moi, je me suis engagé avant même que le président il soit président. J'ai fait sa campagne 2 fois. J'avais des gens dans son équipe que j'aime beaucoup, que je connais bien, même quand on a parfois des débats ou des désaccords. Donc, il y a ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des désaccords qui ne sont pas des ruptures. Et moi, je n'avais pas envie d'une rupture. Peut-être que parfois, il faut créer des ruptures alors qu'on n'a pas envie. Et peut-être qu'il faut une démarche, soit on ferme sa gueule, comme disait un ancien ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Moi, j'ai pensé qu'il y avait un truc entre les deux, qui était de dire un désaccord et puis de continuer à mener d'autres combats, parce que j'étais ministre des Transports. Bah oui, mais c'est dingue, mais ça veut dire qu'en tant que ministre, tu n'as pas le droit d'être contre une idée de ton camp? Tu as tous les droits. Mais non, si vraisemblablement t'es viré. C'est pas une question de droit, c'est que les gens, tu vois, on voit bien, te reprochent parfois cette espèce de nuance. Les gens, à gauche ou à droite, ils disent t'es pas d'accord, pourquoi tu pars pas? Oui, mais au sein d'une famille, on a le droit de ne pas être toujours en accord avec son père, avec sa mère, avec son frère ou avec sa sœur, sans être viré de la famille. C'est pour ça que je dis, il y a des désaccords qui ne sont pas des ruptures. Tu peux t'engueuler avec ton père, ta mère, ton frère, et puis le lendemain, tu passes à autre chose. Alors, il y a des moments où il faut acter des ruptures parce que c'est trop. Oui. Tu vois, si tu as quelqu'un dans ta famille qui est extrémiste, tu vois, moi si j'avais quelqu'un d'extrême droite dans ma famille, je ne pourrais pas continuer la discussion. Parce que c'est des valeurs qui sont différentes. Sans doute on continuera à se voir, etc. Mais il y a un moment de rupture. En politique, évidemment, comme en plus tout est sur des convictions, il faut parfois des ruptures, des clartés. Mais je pense encore, moi je n'ai pas de regret là-dessus, que parfois il faut dire ce qu'on pense, pas cacher les choses, pas tous les jours, parce que sinon c'est le bordel, mais quand il y a un sujet important, et là c'est un sujet important, sans que ça remette en cause tout le reste. Moi j'ai eu un désaccord sur cette loi, mais il y a plein de choses sur lesquelles, avec Emmanuel Macron, avec des députés de mon camp, j'ai des accords, des accords au sens positif, sur ce qu'on a fait sur l'Europe, ce qu'on a fait sur les entreprises. Voilà. Et donc, de toute façon, quand tu es dans un collectif, c'est jamais que des plus ou que des moins. Il faut qu'il y ait plus que de moins, là tu restes. Et moi, il y avait plus que de moins, mais néanmoins, j'ai pensé qu'il fallait dire quelque chose. Bon, voilà. Mais je vois bien que dans mon camp, on m'a dit t'es pas clair, t'es un traître. Et puis les autres, à gauche notamment, ils m'ont dit t'es pas courageux. Bon, et je dis pas que j'ai bien fait, ça encore, je me refais parfois le film. Bon, maintenant c'est comme ça, et puis je regarde devant. Non, t'es pas un traître. T'es pas un traître, Clément Beaune. Tu sais qui est un traître? Vas-y. Ton ancienne collègue, Marlène Schiappa. Oh là là. Ah oui, parce qu'elle a fait l'émission. Elle a fait l'émission Les Traîtres. Oui. Justement, dur avec elle, je vais te montrer des photos d'anciens ministres. On va parler de leur reconversion. Il s'agit donc de l'ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes qui est devenue quelque part candidate dans une émission de divertissement sur M6 qui s'appelle Les Traîtres. C'est vrai que Marlène Schiappa, on l'a vu à un très haut poste au sein du gouvernement avec des sacrées responsabilités. Il y a peu, elle participe donc à cette émission d'M6. Est-ce que ça t'a surpris?
Ça m'a surpris, je ne savais pas, elle ne m'a pas confié ça avant, mais Marlène Schiappa, d'abord, elle a sa liberté. Moi, c'est un personnage, je dis un personnage parce que c'est une personnalité forte que j'aime bien. J'ai été au gouvernement avec elle. On n'est pas pareil, tu vois, moi je suis plus peut-être sage que Marlène. Elle a une forme de liberté, je n'ai pas approuvé tout ce qu'elle a fait, mais ça, c'est les gens libres, il y a des trucs que t'aimes pas. Mais est-ce que toi, tu pourrais participer au traître? Pour tout te dire, on m'a proposé. C'est pas vrai. Ouais. Mais maintenant, je suis encore actif en politique, donc non. Mais peut-être un jour, on verra. Mais si tu n'avais pas été actif en politique, comme Marlène Schiappa, est-ce que tu aurais pu accepter cette proposition des traites? posé la question. Là, je ne me suis pas posé la question, du coup. C'est pas trop mon truc. Je regarde des émissions comme Les Traîtres et d'autres. Ça me détend et j'aime bien. Mais non, moi, je me projette pas là-dedans. Mais est-ce que ça doit poser question sur le rôle et le statut d'un ancien ministre, selon toi? Ça, c'est une question qu'on se pose toujours et chacun répond à sa manière. Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit est-ce qu'il faut venir discuter avec Sam parce que c'est un format qui n'est pas classique. Ce n'est pas une émission de débat sur une chaîne d'info, etc. Moi, je pense qu'il faut le faire. Et chacun dose, il faut le faire de temps en temps. Parce qu'un politique, on attend qu'il se livre. Puis on n'attend pas qu'il parle que de lui. On attend aussi qu'il parle d'un dossier technique un peu chiant, etc. Mais c'est la vraie vie politique. Donc il faut doser. Je pense que quand... Voilà, moi, je me dis, mon risque, c'est de presque paraître trop obsédé par les dossiers, etc. Et puis parfois, il faut, et merci de m'en donner l'occasion, tu vois, de discuter, s'ouvrir un peu, etc. Là, c'est encore autre chose. C'est une émission où on est dans... On ne parle pas de soi, on ne parle pas de ses dossiers, on parle de complètement autre chose. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Parce que si on donne l'impression que les politiques cherchent que la lumière, et je crois que ce n'est pas vrai au fond, eh bien, on accrédite l'idée dont on parle depuis le début, c'est qu'il y a un manque de confiance. Et je veux le dire quand même, je ne dis pas ça du tout pour moi, parce que moi, je n'ai pas fait de politique depuis le début de ma carrière, peut-être que je n'en ferai pas après, mais moi, j'ai rencontré, quand j'étais ministre des Transports notamment, sur le terrain, plein de maires, plein de présidents de région de tous les partis, qui sont des gens dingues, formidables, dingues au bon sens du terme, d'engagement, de sacrifice et tout, et il faut quand même le dire, parce qu'on dit qu'ils sont bien payés, ils ont des frais de machin, etc. Honnêtement, il y a des cas. Il y a des brebis galeuses, il y a de la corruption, c'est limité. Il y a plein de gens, c'est une immense majorité, quand même, ils font des efforts, je ne dis pas ça du tout pour moi, ils font des efforts énormes pour pas grand-chose en termes de reconnaissance. Il faut quand même aussi le dire, parce que sinon, il n'y aura plus personne qui voudra être maire de son village et on sera bien embêté. Autre reconversion à laquelle j'aimerais te faire réagir, il s'agit de celle de Christophe Castaner. Ah. Ouais, oui, tu me vois venir. Christophe Castaner, donc ancien ministre de l'Intérieur, il a quand même été nommé un poste clé par Shein, donc le mastodonte de l'ultra fast fashion, l'ancien ministre de l'Intérieur qui travaille dans le privé pour une entreprise au cœur de multiples controverses telles que le non-respect des droits humains ou encore qui a un impact environnemental jugé catastrophique. Ça t'inspire quoi? Alors il n'y est plus d'abord, je crois. Oui, depuis juin. Oui, exactement, il l'a été. Écoute, je vais être honnête, moi je le connais assez bien, Christophe Castaner, on a fait des combats politiques ensemble et j'ai de l'amitié pour lui. J'ai jamais eu cette conversation, j'aimerais avoir cette conversation parce que, comme tout le monde, je me pose la question, pourquoi, etc. Moi, sur le fond, je suis très clair. Chine, je pense que c'est un modèle affreux, qui trompe le consommateur parce qu'on te donne l'impression que tu peux acheter un vêtement pas cher, etc. Et en fait, tu le payes beaucoup plus cher en vrai, parce qu'il va s'user plus vite, etc. Et puis on oublie que quand on achète quelque chose, il y a des gens derrière, parfois des gamins qui ont fait un travail dans des conditions horribles en Chine ou en Asie du Sud-Est, etc. Donc moi je suis contre ce modèle. J'ai même dit, un des premiers, je crois qu'il fallait taxer, non pas avec 2 € les petits colis, mais avec beaucoup plus que ça. Et l'Europe d'ailleurs considère, je me permets, quand j'étais au Parlement européen à Bruxelles, j'ai eu la chance d'assister à une réunion qui nous expliquait qu'en fait, l'ultra fast fashion mettait toutes ses billes en Europe parce que justement ils étaient bloqués par les États-Unis. Exactement. Résultat, on nous expliquait, alors je ne sais pas si c'est vrai, tu me le diras, mais qu'en gros l'Europe pour l'ultra fast fashion, c'était la poubelle. Exactement. Tu vois, de la Chine. Donc il ne faut pas être naïf. Évidemment, l'argument de Chine, Temu et d'autres, c'est de dire on aide les gens les plus pauvres. Et je comprends très bien, quand on gagne bien sa vie et qu'on a un CDI, etc., c'est plus facile de s'habiller, de dépenser un peu d'argent pour ses vêtements que quand on n'a pas d'argent. Je dis simplement, on vous trompe. Parce que quand il y a un jouet qui va être dangereux pour les gamins... Oui, mais résultat, est-ce qu'il nous a trompés, Christophe Castaner? Il a été directe, ministre, il était censé avoir la confiance des Français en travaillant pour Chine. Je vais être honnête. Honnêtement. Non, mais je vais être honnête, moi, j'aurais pas fait ce choix. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, j'ai pas eu cette conversation. Je ne veux pas stigmatiser. L'argent. Le sujet, c'est pas Castaner, c'est Chine. L'argent, peut-être. Je ne sais pas, honnêtement. Donc, je ne veux pas te dire, ça serait facile de te dire, c'est sûrement l'argent. J'ai pas eu cette discussion et je ne veux pas stigmatiser, mais sur le fond du modèle Chine, moi, je suis très clair, c'est un drame. Et c'est un drame parce que ça tue des petits commerces en France. Et donc, voilà, moi, je suis super engagé. Et tu parlais de à quoi sert le plan pour y revenir. Nous, on a fait déjà des propositions. Certaines étaient originales. Par exemple, avoir des brigades européennes de contrôle
aux frontières de tous les grands ports européens pour contrôler ça. Et ça, on le défend avec d'autres plans européens pour essayer d'avoir une action concrète. Tu vois. Donc ça aussi, parce que quand on projette Chine sur 10 ou 20 ans, c'est un massacre pour le petit commerce en France. Il y a aussi un autre ministre, peut-être que tu as dû connaître, qui s'appelle Jean-Baptiste Djebbari. Oui, c'est mon prédécesseur au transport. Exactement. Il était ministre des Transports. Il s'est reconverti dans le privé. Il conseille plusieurs entreprises sur la mobilité, l'aviation, la transition énergétique. Quand on est ministre, on est d'accord qu'en tant que ministre, vous gérez des dossiers qu'engage l'État, qu'engage l'argent public, qu'engagent les entreprises, qu'engagent les Français. Et ensuite, c'est vrai qu'on retrouve un certain nombre d'entre vous embauchés dans les mêmes secteurs qui régularisaient avant. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça pose un problème d'éthique? Oui, mais c'est vérifié. C'est hyper strict. Hein. Jean-Baptiste Djebbari, je ne savais même pas où il était aujourd'hui, tu vois, donc je ne veux pas parler à sa place, mais je sais qu'il a recherché plusieurs jobs où on l'a bloqué parce que tu as un truc qui s'appelle une haute autorité, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est très sérieux. Quand tu arrives dans un ministère, tu remplis, et c'est public, ton patrimoine, tous tes conflits d'intérêts potentiels, etc. Et quand tu sors, ils peuvent te bloquer pendant 3 ans pour des postes dans ton secteur. Donc je sais qu'il y a plein de ministres, pas le cas particulier, mais il y a plein de ministres que je connais qui ont été bloqués, alors qu'ils étaient parfois évidemment sincères pour aller dans une entreprise, même parfois publique, en disant « Ah non, tu as été ministre de la Culture, de la Santé, de l'Agriculture, des Transports, etc. Vous ne pouvez pas pendant 3 ans. » On est le seul pays en Europe à avoir ça. Moi, je pense que c'est bien, c'est contraignant, mais c'est bien. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Je ne dis pas ça pour les ministres. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé pour un ministre dans un cabinet ministériel, il est jeune, il est brillant, il ne peut pas aller dans le secteur pendant parfois très longtemps. C'est un peu dommage de se priver de talent. Du coup, souvent, cette règle, elle marche pour les entreprises françaises, elle ne marche pas pour les entreprises étrangères. Donc, tu as des gens qui vont bosser pour les entreprises étrangères parce que là, il n'y a pas de contrôle. C'est un peu dommage. Donc, mais on est hyper strict. Moi, peut-être qu'on peut toujours faire mieux. On est quand même en France hyper strict dans le domaine public, politique, pour les maires, les ministres, etc., pour les reconversions. Et puis, il y a les anciens ministres aussi qui cachent presque pas leurs ambitions pour 2027. Je pense forcément à Gabriel Attal. Ouais. Et à une question du JDD, Gabriel Attal a répondu « Je récuse ce terme ». La question, c'était « Pourquoi les Français éliraient-ils le petit frère d'Emmanuel Macron ?» Il récuse donc complètement ce terme. Est-ce que tu considères que Gabriel Attal, qui a été un très proche de Macron, qui a eu des opportunités aussi grâce à Emmanuel Macron, crache aujourd'hui dans la soupe? Moi, je n'ai pas partagé ce qu'il a dit sur je ne comprends pas les décisions du président, etc. Après, il y a sans doute, en politique, il y a aussi et ça je ne sais pas tout, des blessures personnelles. La dissolution, c'était sans doute très violent pour Gabriel Attal. Et peut-être que le président a considéré qu'il avait eu des phrases qui ne lui plaisaient pas. Bon, moi, j'essaye d'être clair pour moi-même. Moi, j'ai eu des désaccords sur le fond, et pourtant, jamais je dis de mal, parce que je ne le pense pas, du président et surtout de notre aventure collective. Moi, je suis dans ce parti, aux côtés de Gabriel Attal. J'y suis attaché. C'est le parti qui a été fondé par Emmanuel Macron. Et donc, il faut qu'on soit fidèle à ça. Ouais, après, il faut qu'on renouvelle. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement de dire on est la suite d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on renouvelle, il faut qu'on ait des idées nouvelles. Moi, je préfère qu'on se mette là-dedans. Parce que là où tu disais les gens en ont marre, et ce n'est pas de la langue de bois, on a l'impression qu'on se parle de nous-mêmes. J'ai parfois fait ça. Hein. Ce qu'on appelle des off. Tu dis du mal de quelqu'un ou du bien de quelqu'un. Bon, en fait, on se prend un peu au jeu. Moi, quand je rentre en politique, tu vois, tu as des journalistes qui s'interrogent, etc. On se prend un peu au jeu. Et en fait, on parle beaucoup trop de ça. Et il faut se désintoxiquer nous-mêmes, parfois, de ces discussions les uns sur les autres. Certains diraient que c'est de l'opportunisme. Quand il dit les Français attendent 2027 avec impatience pour tourner une page, celle du chaos. Alors, ceux qui disent opportunisme, moi je l'entends dans le sens, bon, tu as pris ce que tu as pu prendre tant que tu le pouvais, et maintenant que Macron, il a plus les Français derrière lui, et maintenant qu'il est très bas dans les sondages, et maintenant que tout le monde veut tourner cette page, et ben, tu vas dans le sens du vent, quoi. Ouais, il faut lui demander. Moi, j'ai pas dit ça. Toi, non. Je pense pas ça, d'ailleurs, donc je me force pas. Moi, j'ai eu des désaccords, et j'ai assumé le prix des désaccords, parce que, comme je te disais, je savais que quand j'allais émettre, même si c'était pas une menace de démission, parce que ça n'a pas existé, mais une critique, un désaccord, ça risquait mon poste. Il faut être prêt à prendre des risques en politique. Sinon, on fait ça pour de mauvaises raisons. On fait ça pour le poste, pour la position, il faut faire ça pour les convictions et pour l'action. C'est toujours un mix, personne n'est parfait. Mais voilà, moi je suis fidèle à ça. Si Emmanuel Macron n'avait pas été président de la République, comme beaucoup de tous ceux qu'on a vus là, je n'aurais pas été nommé ministre. Et ensuite, je me suis battu pour être élu. Et là, ça a été sur mon nom. Mais il m'a soutenu, il m'a investi. Donc, quand on part du gouvernement, par exemple, on a tendance, c'est humain, à en vouloir aux autres, aux gens, y compris au président. Moi, je me suis soigné de ça, guéri de ça, en me disant, en fait, attends,
tu as perdu quelque chose qui était passionnant, mais d'abord, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis. Et puis, tu l'as eu grâce à qui? Grâce à la même personne. Clément, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux me répondre par oui ou par non? Pour être plus rapide. Juste oui ou non. Est-ce que Gabriel Attal, il a les épaules pour la présidence en 2027? Je ne sais pas encore. Oui ou non? Non, mais ça, c'est toi qui fixes les règles du jeu. Je ne sais pas encore. C'est trop difficile à dire aujourd'hui. Je pense que tous les sondages... Mais selon toi? Je pense qu'il a la capacité pour l'être un jour. Je ne sais pas si ça sera prêt pour 2027. Alors, tu es né en 1981. Oui. Clément Beaune, l'année où François Mitterrand est élu. Dallas cartonne sur TF1. Dallas, ton univers impitoyable. Ça disait quelque chose de ton avenir, ça. Alors, t'es dur parce que je suis né en 80, Dallas cartonnait. Bon, après, moi, quand j'avais 7-8 ans, c'était déjà un peu autre chose. Dallas, j'ai pas trop connu. Mais je vois ce que c'est. Ouais, mais ça cartonnait quand même dans cette génération. Et quand je te dis, ça donnait un peu le ton de ce que tu allais vivre, c'est parce que par la suite, tu deviendras un homme politique. Et on sait que le milieu de la politique est un milieu quand même assez impitoyable aussi. Et il y a Bob Marley qui est décédé dans cette décennie-là également. Bon, ça c'était pour les petits fun facts, voilà. C'est un peu différent. J'ai vu que ton papa était professeur de médecine à l'hôpital Necker, enfant malade. Ta maman, elle était infirmière. Oui. Quel impact en fait a eu le métier de tes parents sur Clément Beaune, adolescent, Clément devenant adulte? Ah bah, il y a un impact très clair, c'est le service public. Moi, c'était presque une religion. Moi, je n'étais pas religieux, je n'ai pas eu d'éducation religieuse dans aucune religion. Mais pour mes parents, parfois même c'était un peu trop rigide, il faut travailler dans le public. Le public, c'est bien, parce qu'on sert l'État, on sert les autres, l'intérêt général, etc. Moi-même, j'ai un peu évolué, j'ai plein de copains qui font des choses formidables dans une association, dans une entreprise, etc. Donc il faut s'élargir. Mais j'ai quand même eu cette culture, et moi très jeune, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais j'avais envie de travailler pour mon pays, pour l'État, pas la politique forcément au sens d'être élu, être ministre, j'imaginais pas, mais ça m'intéressait. Et ils m'ont vraiment transmis cette culture. Tu vois, par exemple, l'école publique notamment, j'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique, c'était vraiment, il faut bien travailler, il faut respecter le prof. J'avais des parents de gauche, mais là-dessus très classique, si je puis dire, avec une certaine notion de l'autorité, mais au bon sens du terme, je pense, on respecte. L'école, c'est une institution, le prof, c'est une institution. Même si, voilà, on n'est jamais... Mes parents, ils contestaient jamais une décision d'un prof. Aujourd'hui, les parents, ils vont négocier avec les profs. Moi, ça me paraît fou. Quand le prof mettait une mauvaise note ou t'engueulait, ça ne m'est pas arrivé trop souvent, mais ça m'est arrivé comme à tout le monde. Mes parents, ils m'engueulaient moi. Ils n'allaient pas voir le prof en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Moi, j'ai un souvenir de réunion parents-prof où mon père, il disait à la prof de français, ils n'ont pas assez de boulot. Et la prof elle disait très bien, on va coller un exposé à votre fille, ou à votre fils. Voilà. Et donc, on était contents avec mon frère et ma sœur d'avoir ce genre de... Mais ça m'a construit beaucoup. Moi, j'ai été très attaché au public, tu vois, au public. Oh, mais t'as grandi quand même dans une famille stricte, c'est ça? Non, c'était assez cool. Mais il y avait ces principes, ces principes de la rigueur, de l'honnêteté, de l'intérêt général. Ça paraît un peu grandiose ou grandiloquent comme ça, mais c'était important. Tu vois, le prof, les études, le respect des parents, la vie collective, par exemple, on n'avait pas le droit d'avoir la télé pendant qu'on mangeait parce qu'il fallait un moment ensemble. Ah oui, donc il y avait des règles. Ouais, c'était, non, honnêtement, je donne l'impression comme ça que c'était strict, c'était pas très strict. Mais il y avait quand même ces principes, mais qui étaient un peu intégrés, tu vois, c'était pas du tout contraignant. Mais moi, je trouve que c'est bien ce cadre. Ça m'a aidé. Tu dis que tu as grandi sans religion. Moi, j'ai vu que ta maman, elle était de confession juive. Alors, sa famille. Ah, sa famille. Ouais. Mais est-ce qu'elle pratiquait le judaïsme? Est-ce Non. que c'était une religion que tu as connue étant enfant? Non, et ça avec le temps, ça me fait un peu de peine. Parce que, en fait, la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle, que j'ai bien connue, que j'adorais, parce qu'elle habitait dans mon immeuble, elle me faisait déjeuner le midi, c'était une personne que j'adorais, Rose. Elle venait d'une famille ukrainienne, juive. Ils ont émigré parce qu'ils ont fui les persécutions à Odessa. Tu as un grand-père qui a été gazé à Auschwitz. Ouais, son père. Ils sont arrivés avec son père et ses frères et sœurs. Ils étaient 9 frères et sœurs. C'est une grande famille, pauvre. C'est aussi une belle histoire française parce qu'ils se sont intégrés. Ils avaient un nom juif russe, ils ont pris un nom juif allemand en pensant que ça allait les protéger. Et puis, pas de chance, 30 ans après, alors qu'ils avaient tout reconstruit. Ils avaient bossé comme des fous. Il avait ouvert, mon arrière-grand-père, un petit atelier d'artisanat. C'était un tailleur, couturier, rue de la République à Marseille. Et lui, il a été déporté. Et il est mort à Auschwitz. Mais toi, ça t'a fait grandir avec un héritage comme celui-là, quand même, malgré toi. Un peu caché, parce que c'est une génération qui n'en parlait pas trop. Tout à fait. Mais ça fait grandir comment?
Ça fait grandir, j'ai su qu'après, tu vois, parce que sur le moment, je ne me rendais pas compte. Ma grand-mère, elle m'en parlait, j'ai compris après qu'elle me passait des messages. Oui. Elle m'en parlait par petites touches, tu vois, elle ne me disait pas, elle ne m'a pas dit, assieds-toi, je vais te raconter que ton arrière-grand-père est mort, etc. Mais je le savais, qu'il était mort en déportation. Il y avait quand même ces deux côtés, c'était encore un peu le tabou. On essaye d'enfouir ça parce qu'on a beaucoup souffert. Et en même temps, elle voulait transmettre. Elle a dû se convertir au catholicisme parce que c'était imposé par sa belle famille. C'est des trucs très durs. Elle a dû changer de prénom parce que c'était forcé pour s'intégrer. Moi, quand j'entends aujourd'hui les gens, ils disent les prénoms, c'est pas grave, on n'a qu'à prendre un prénom français, c'est une douleur quand même. Éric Zemmour. Éric Zemmour, moi je trouve, il dit ça légèrement comme ça. Bon, il y a plein de gens qui ont fait ce choix, c'est vrai, pour s'intégrer, mais c'était une démarche qui était dure. C'est quitter ses racines en fait. C'est quitter ses racines. Donc moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où on oblige les gens à changer de prénom et à cacher leur nom. Ma grand-mère, elle a changé d'identité 2 ou 3 fois dans sa vie. Sa famille se sont cachés. Il y en a certains qui, malgré ça, ont été déportés. 3 dans la famille. Donc, je veux dire, et après, elle était très forte. Moi, quand j'imaginais ma grand-mère, après que j'ai réalisé que son père et son frère étaient morts en camp, c'est un traumatisme énorme. Donc, elle m'a transmis pas du tout au sens d'un droit. J'avais pas le droit de revendiquer quelque chose parce que d'autres, ça aurait été indécent, étaient morts aux générations d'avant. Mais un devoir d'être conscient de ça. Donc elle m'a dit, moi tu sais, je suis arrivé en France, j'ai connu la République, j'ai appris le français. Ses parents, ils ne parlaient pas un mot de français, mais ils avaient interdit aux enfants de parler leur langue à eux, le russe et le yiddish, pour qu'ils soient des bons Français. Et donc elle m'a transmis implicitement, elle ne me faisait pas de leçons, mais l'amour de la République et d'une certaine forme de tolérance. Donc moi, le seul judaïté ou le seul judaïsme que j'ai, c'est celui qui dit attention aux discriminations. Et ne le reproduisons pas pour les autres. Donc moi je suis pas parfait, hein, mais je suis très vigilant à ça, à ne pas stigmatiser parce qu'on est gay, parce qu'on est d'une autre religion, parce qu'on est gros, parce qu'on est... Voilà, on a tous nos formes de discrimination mentale en fait. Hein. C'est un combat. Mais cet héritage familial, il m'impose de me poser la question. Oui, parce que c'est marrant, tu parles d'orientation, c'est en 2020 que tu as parlé pour la première fois de ton orientation au magazine Têtu. Est-ce que tu l'as vécu comme une étape dans ta vie? Et je ne parle pas d'étape politique, quoique, peut-être aussi. Hein. Alors, je l'ai pas... Ça va te faire... tu me croiras peut-être pas, mais c'est vrai, je ne l'ai pas planifié. D'abord, je ne savais pas que je serais nommé ministre à ce moment-là. Et puis, j'avais fait une interview où j'avais dénoncé les persécutions anti-LGBT ou les discriminations en Pologne et en Hongrie. Oui, avec les droits qui reculaient. Voilà, exactement. Et Têtu, le magazine Têtu, m'a contacté et m'a dit « On aimerait bien vous interroger comme ministre de l'Europe sur ces sujets ». Et puis, ils m'ont dit, mais c'est très transparent, bon, on se permettra de vous poser la question, c'est personnel, personne n'est obligé de répondre à ces questions, mais sur votre orientation à vous. Et j'ai dit, on verra. Bon. Ouais. Et puis, l'interview s'est passée, et ils m'ont posé la question, et ils ne m'ont pas piégé, hein, ils m'ont posé la question sincèrement, et j'ai répondu simplement. Je suis gay, je l'assume, je me souviens encore. Et puis, en relisant après l'interview, je me suis dit, bah, c'est bien, on laisse ça, très bien. Et c'est sorti dans la presse plus tôt que je pensais, et un jour, j'étais surpris, je recevais plein de messages un matin en me levant, parce que le truc était sorti dans la presse. Et en fait, si c'était à refaire, je le referais exactement pareil. Oui. Je ne l'avais pas prévu. Je respecte tous les points de vue. Il y a des gens qui sont gays, ou des hommes, des femmes en politique, et qui ne le disent pas, et c'est leur choix. Moi, je ne donne aucune leçon. Mais c'est important qu'il y en ait certains qui le disent, j'ai fait partie de cela, parce que moi, j'aurais aimé, comme gamin, me projeter. Moi, j'étais intéressé par la politique. Avoir un politique qui dit je suis gay, pas de problème, bah, ça m'aurait aidé. De même qu'un gamin qui est passionné de basket, s'il a un basketteur qui dit je suis basketteur, je suis une star, je suis gay, ça l'aide. C'est une représentation. C'est une représentation. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre les représentations, c'est super important, parce que chaque gamin, il a envie de ressembler à quelqu'un, oui. de son centre d'intérêt, de son milieu, de ce que tu veux. Je raconte toujours cette histoire. Moi, j'ai réussi à faire mon coming out à un de mes amis, parce qu'il m'a dit que son frère était gay. D'accord. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. T'avais 20 ans. Et son frère, il faisait les mêmes études que nous. Et c'est parce que, évidemment, c'est absurde. Heureusement qu'il y a de la diversité. Moi, j'étais à Sciences Po, son frère faisait du droit. Et je me suis dit, il y a un mec que je connais, qui fait des études, qui veut faire avocat. Moi, je n'excluais pas de faire un truc comme ça. Je me suis projeté. Je me suis dit, c'est moi avec 2 ans de plus. Donc, s'il est gay et qu'il est heureux comme ça, à l'aise comme ça, je peux l'être aussi. Et puis après, on s'ouvre. C'est-à-dire qu'après, ça, c'est quand même sympa dans le monde gay, parce qu'il y a des fêtes, il y a des soirées, c'est qu'après, on rencontre des gens de tous les âges et de plein de milieux différents. Et moi, ça m'a sorti de mon confort et de mon milieu, et ça m'a aidé aussi moi-même, d'abord à m'accepter, mais à accepter au-delà d'une orientation
plein de façons de s'habiller, de façons de vivre, de façons d'être que j'aurais peut-être été un peu coincé pour accepter avant. Tu vois. C'est touchant ce que tu dis parce que tu dis ça m'a permis de m'accepter. Ça veut dire que pendant un moment, tu as peut-être refoulé. J'aime pas ce terme refoulé, il n'est pas beau parce qu'il est souvent utilisé comme une arme contre les personnes LGBT. On parle souvent, et tu vois, tu parles du coming out, c'est le fait de le dire au plus grand nombre, ou à sa famille, ou à ses proches. On parle un peu moins du coming in. Le coming in, c'est le fait de se l'avouer à soi. Tu sais, ce moment où on se dit, OK, allez, j'ai beau me dire que non, j'ai beau me dire que je vais essayer de faire l'inverse, ben en fait, non. Je suis comme ça et je ne l'ai pas choisi. Toi, tu avais quel âge quand ce coming in, tu l'as eu? Bah pour moi, chacun a son histoire. Pour moi, les deux sont un peu liés. Tu as raison, j'aime pas le mot refoulé parce que c'est pas la réalité. C'est pas que tu refoules, c'est que tu sais même pas. Moi, je me le disais même pas. Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, tu connais ton désir à un moment. Tu vois bien que tu es plus attiré par les garçons que par les filles quand tu es au lycée, etc. Notre génération, généralement, ça commençait avec les magazines de la Redoute. Alors, moi, c'était pas ça. Moi, c'était la série Queer as Folk, tu vois, qui m'a énormément aidé. Oui, mais oui. Je suis de la génération en 81, et donc il y avait cette série qui était un ovni. C'est vrai. C'était la première fois qu'il y avait sur une chaîne, je crois que c'était Canal+, à une heure, pas trop de grande écoute, mais quand même pas la nuit. Quoi, le soir. 23h. Ouais, voilà, il y avait un truc où il y avait des gays qui étaient à l'aise. Et c'était pas parce que les seules représentations gays qu'on avait aussi dans ma génération, c'était le sida. C'est vrai. Et donc, heureusement, on nous a dit à nous de nous protéger. On a intégré ça. Mais on a intégré de la peur aussi. Et donc, les deux se sont un peu mélangés parce que du coup, on s'est longtemps dit, en fait, le monde gay, c'est le monde du danger. Oui, et puis on rappelle que l'homosexualité a été dépénalisée en 1992. 82, je crois. 82. Mais il y avait ces années-là. Moi, heureusement, j'ai eu cette chance. Je suis de la génération après. L'essentiel de la génération SIDA avec les drames et les centaines et milliers de morts en France dans le monde gay. Et pas qu'en France. Mais on a vécu avec cette idée, on se protège, ça c'était bien, mais on a peur. Cette série, elle t'a montré qu'il pouvait y avoir des histoires d'amour entre des personnes de même orientation sans que ce soit un sujet. C'est tout simple, mais exactement. Et moi j'ai vu ça, j'avais rien vu de gay positif. Des gens qui faisaient la fête, qui s'amusaient, qui avaient aussi un métier, qui avaient le quotidien un peu ennuyeux, et les deux. Quoi. Et donc ça a normalisé, j'aime pas non plus trop ce mot, mais dans ma tête, l'idée d'être gay. J'ai mis encore un peu de temps à verbaliser. Moi, je dis plutôt verbaliser pour soi. Se dire, est-ce qu'on peut être devant sa glace et dire « je suis gay ». Le jour où on est capable de faire ça, après, on peut faire le coming out. Et donc moi, c'était les deux à la fois. C'est quand ce copain m'a dit « tu sais, mon frère, il est gay », comme ça, naturellement, dans une discussion. Ça m'a travaillé. Je me suis dit bah, « en fait, moi aussi ». Je ne l'ai pas dit là comme ça, je l'ai dit à moi. Je me le suis dit à moi. Et après, je lui ai écrit une lettre et je le dis. Oh, c'est marrant. Et ce que j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, tu me rectifies si ce n'est pas la bonne information, mais j'ai lu que tu avais mis 2 ans à le dire à ton père et 17 ans à le dire à ta mère. Ouais, ça j'aime pas trop en parler, mais en tout cas j'ai mis du temps. Mes parents se sont séparés, bon je rentre pas dans... Et généralement c'est l'inverse, tu sais. Oui, il y a une forme de pudeur avec le papa, vrai, parce que c'est un homme et on se dit il pourrait ne pas comprendre, c'est vrai. Tu vois. Ouais, et généralement on se sent un peu plus libre avec la maman parce que forcément elle serait, je dis bien serait, plus à même... de le comprendre. Ça aurait dû être comme ça au fond, parce que j'avais à peu près ce schéma. Mais il se trouve qu'on a une conversation personnelle avec mon père à un moment donné, et c'est venu. Et je l'ai dit. Et puis après, je voulais le dire à ma mère, et puis tu sais, on a toujours des excuses. Je ne suis pas encore en couple, je ne suis pas avec la bonne personne, il faut attendre, etc. Et puis un jour, c'était naturel, et ça devenait une douleur pour le coup. C'était pas une douleur pendant toutes ces années. Tu disais que tu avais des nœuds au ventre. Ouais, en tout cas, à un moment donné, je me suis dit, à la fois c'est absurde de ne pas le dire, je suis prêt à le dire, et puis j'ai envie, quoi. J'ai envie que, voilà, et puis après, la vie continue. Entre-temps, je te rassure, hein, j'ai quand même eu ma vie, mes rencontres. Oh, je ne suis pas inquiet. Mais donc j'étais heureux. Mais le jour où ça arrive, c'est là qu'on se rend compte qu'il manquait un petit truc, et que c'est mieux de l'avoir dit. Et je me permets, si tu n'as pas envie d'en parler, tu peux me dire Sam, j'ai pas envie, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu as mis 17 ans à le dire à ta maman? Un peu le hasard, parce qu'on ne vivait pas dans la même ville. Et donc on ne se voyait pas tout le temps. Et c'est moi qui construis des représentations comme ça. Quand on se voyait, je me suis dit, bon, on va parler de trucs et d'autres légers. Et j'avais l'impression qu'amener ça, c'était amener un sujet grave. Et qu'elle allait s'inquiéter pour moi. C'est toi qui te freinais en fait. Oui, c'est moi qui me freinais, bien sûr. C'est toi qui t'auto-censurais peut-être. Parce que ça s'est très bien passé. Bah oui. Il y a des gens, j'allais dire, il y a 2 coming out, il y a les gens pour qui ça se passe mal, il faut le dire, parce qu'il y a encore des gens qui sont virés de chez eux quand ils font ça ou quand les parents le découvrent. Il y en a plein qui témoignent comme ça. Moi, je vais souvent soutenir une association qui s'appelle Le Refuge. Ils accueillent des dizaines de gamins, ils pourraient malheureusement en accueillir encore des centaines d'autres, qui sont foutus à la porte
parce qu'ils sont gays, ou parce qu'ils sont trans, ou parce qu'elles sont lesbiennes, etc. Ça, c'est encore une réalité en 2025 en France. S'il y a un jeune, d'ailleurs, là, en ce moment, qui nous regarde, qui est dans ce qu'on est en train de décrire, qui se sent différent, qui se sent marginalisé, qui se sent insulté, qui est insulté, qui se sent peut-être pas normal, qu'est-ce que toi, avec ton parcours, Clément, tu veux lui dire aujourd'hui, maintenant que tu es ancré? Ouais, moi, je veux lui dire, accepte-le, ça paraît peut-être presque une provocation, parce que si tu l'acceptes et que tu te fais virer, etc., bon, la vérité, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Moi, j'ai des cas aussi d'amis qui l'ont dit dans une famille très conservatrice, où ils pensaient que ça allait mal se passer. En fait, ça s'est très bien passé, ça a fait évoluer les parents aussi. Mais de toute façon, à un moment, il faudra le dire. Donc, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre. Parfois, on le dit à un repas de famille à tout le monde, parfois, on le dit en tête-à-tête. Moi, j'ai plutôt fait ça. Mais en tout cas, j'ai pensé longtemps qu'on pouvait vivre en disant « c'est pas un sujet, on ne le dit pas ». Est-ce que finalement, le coming out lui-même, on ne pourrait pas l'abandonner? Pourquoi on dit, en fait? C'est vrai aussi. Mais en fait, ça reste quand même minoritaire dans la société d'être gay, lesbienne, trans, etc. Et donc, malgré tout, on peut le regretter, mais il faut quand même le dire. Mais le dire, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît une forme d'anomalie, ça veut dire qu'on se parle à soi-même. Moi, je pense qu'on se parle à soi-même quand on fait le coming out. C'est presque égoïste, mais ça fait du bien. Parce qu'après, c'est derrière. Il y a parfois des drames, mais il y a quand même beaucoup de belles histoires aussi. Et de toute façon, on sera beaucoup plus malheureux dans sa vie si on ne l'a pas formulé. Donc moi, j'essaie, petite échelle, de me battre quand je suis devenu un personnage public. Encore une fois, je ne l'ai pas planifié, mais aujourd'hui, je le planifierais, si c'était à refaire. Il faut qu'il y ait des gens dans tous les milieux publics, politiques ou plein d'autres, qui le disent, parce que c'est quand on voit quelqu'un, c'est humain, c'est mécanique, qu'on se dit, moi aussi. C'est un avantage ou c'est un handicap d'être gay en politique? Moi, je n'ai pas souffert de ça. J'allais dire, c'est pas un avantage dans la vie. Les gens, moi, ça me rend fou quand j'entends des gens d'extrême droite, notamment, qui disent il y a une mode d'être gay, c'est sympa d'être gay, etc. Moi, je suis très heureux comme ça, et puis c'est moi. Mais moi, j'ai connu, comme tout le monde, et encore, pas beaucoup, des agressions, des insultes, pas en politique. Alors, parfois comme personnage public. Tu t'es déjà fait agresser dans la rue à cause de ton orientation? Ouais. 2 fois. Dans quel cas de figure? À Paris. Tu faisais quoi? 2 fois, j'embrassais un garçon, j'étais pas une personnalité publique, donc c'était pas du tout lié à la politique. Et c'est OK? T'as le droit? Et c'est OK, heureusement. Mais voilà, et d'ailleurs, j'ai même pas pensé que ça pouvait être un problème. Et ça devrait pas l'être. Et une fois, on m'a insulté et filmé. D'accord. Téléphone. Bon, et puis une fois, on m'a poursuivi. D'accord. Je me suis échappé, j'ai réussi à m'échapper, mais... T'avais quel âge? Ça, c'était la première fois, en fait, la fois où j'étais poursuivi, je pense que j'avais 22-23 ans. Ah oui, ça marque en plus. Et puis la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2-3 ans. Ah, il y a 2-3 ans. Donc tu avais déjà fait ton coming out public, politique. Oui, là oui, mais j'ai pas été agressé en tant que personnalité publique, parce que c'était la nuit, je pense qu'on m'a pas du tout reconnu, etc. Donc c'était vraiment comme garçon gay. Et puis comme personnalité publique, pour le coup, j'ai eu une vraie menace où j'ai porté plainte, il y a eu un procès, la personne a été condamnée. Quelqu'un qui voulait, qui disait avec un long message téléphonique, on sait où tu habites. Voilà, je préfère même pas dire la suite, mais c'était une menace. D'accord. Et tu as eu gain de cause? Ça a été pris au sérieux? J'ai hésité, puis on m'a dit, faut porter plainte, faut pas il faut le faire. Et là, je dis à tous ceux qu'il faut le faire. C'est dur parce que soit on banalise en disant c'est pas grave, on n'a pas envie de ressasser, soit on se dit ça sert à rien. Bon, il y a des cas où ça sert, parce que là, la personne, elle avait laissé une trace sur les réseaux. Même sur les réseaux, on peut retrouver les gens. Et quand on porte plainte, en plus, il peut y avoir une identification. Sinon, il n'y a pas. Et il ne faut pas laisser ça parce qu'on le fait pour les autres. Parce que la personne qui aurait fait ça, peut-être qu'elle l'aurait fait pour 10 autres personnes, publiques ou pas publiques. Peut-être qu'il aurait tapé quelqu'un dans sa rue. Bien sûr. Et donc, il faut lui montrer que, moi, je ne suis pas allé au procès, ça ne m'intéressait pas, la condamnation. C'était pour que quelqu'un dise la loi est du côté de celui qui s'est fait agresser, pas du côté de celui qui dit des trucs homophobes, qui veut agresser quelqu'un à cause de ça. Est-ce que ça t'a fait changer ton comportement, ces 2 agressions de rue? Est-ce que tu as arrêté d'avoir un moment de proximité avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie? Ouais. J'allais te faire une confidence, mais je la ferai après. Vas-y. Moi, t'as beau me voir comme ça, tu vois, avec des paillettes, tout ça et tout. Ça fait 11 ans que je suis en couple. Je suis incapable d'avoir un moment de douceur avec la personne ou avec une personne avec qui j'ai pu être dans la rue. J'ai peur. Et au-delà même de la peur, c'est horrible ce que je vais dire. Mais j'ai ce truc de me dire, je ne veux pas imposer ça aux autres.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est important de le dire parce que ça montre quand même que les gens ils disent c'est OK, en 2025, il n'y a aucun problème. On est à Paris, dans une ville où il y a de la liberté, où il y a un monde gay, des soirées, etc. Et même ça, tu vois, et je pense que tu es plus jeune que moi, on se restreint encore, on s'auto-censure. Et moi, je m'auto-censure, oui, bien sûr. Mais maintenant, parfois, je me rends compte que je m'auto-censure et je me dis, bah non, si j'ai envie de tenir la main de quelqu'un, je tiens la main de quelqu'un. Mais j'ai toujours un truc au fond de moi qui me dit, c'est pas normal, comme si je m'exhibais, alors qu'en fait, c'est un geste naturel, que plein de couples font. C'est vrai. Mais c'est vrai, et je pense que c'est le cas de tout le monde, avec des degrés. Mais on s'auto-censure, moi je m'auto-censure. Et j'aime pas m'auto-censurer. Et tu vois, la fois où il y a un type qui m'a filmé en train d'embrasser quelqu'un, le réflexe, il est arrivé avec son téléphone en gueulant, en hurlant, c'est un peu troublant. J'ai tourné la tête, tu vois. Oui. Et en fait, bah, je me suis dit, j'aurais pas dû tourner la tête. C'est quoi le problème? C'est lui qui est dingue, c'est pas moi. Après, il ne faut pas se mettre en danger non plus. Voilà, donc c'est humain, et puis on a une seconde pour décider, donc on se protège. Mais je m'en suis voulu, tu vois. C'est triste, je m'en suis voulu d'avoir eu honte. Clément, je ne suis pas sûr d'assumer la prochaine question. Alors, je vais me tourner. Il ne faut pas se forcer. Hein. Oh, je ne me force pas. Mais est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Non. Non, mais franchement, vraie question, je me dis, est-ce que c'est évident de rencontrer quelqu'un quand on est un homme politique avec des responsabilités? Est-ce que tu peux être sur Grindr, quoi? Non. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est une forme d'autocensure. Comme tout le monde, j'ai été sur des applis, je le serai peut-être encore. Tant que je suis un peu public, il ne faut pas s'élever au-dessus de sa condition, hein, je ne suis pas une star internationale. Mais dès que tu es un peu public, bah, je ne le fais pas. Parce que pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais il y a une mauvaise raison qui est que tu n'as pas envie qu'on te voie. On te voit, je parle juste de ton visage. Ouais. Mais parce qu'on se dit, ah, il est sur Grindr, etc. C'est aussi pour ça, avec le recul, que je pense que c'était bien que je fasse mon coming out. Oui. Parce que je ne voulais pas que ça soit une rumeur. Je ne voulais pas qu'on dise, tu sais pas, il est gay, bonne, etc. Bah ouais, il est gay, il le dit lui-même, donc pas de problème. Oui, bah alors que ça choque personne de savoir qu'un hétéro est sur Tinder. Un hétéro est sur des applis de rencontre, des homos sont sur des applis de rencontre. Il y a des gens qui cherchent des gens qui cherchent du couple, une relation, et c'est OK, c'est très bien. Donc moi, je suis comme tout le monde, il y a des moments où je ne cherche pas de relation, et j'ai envie de flirter, des moments où je cherche une relation, on ne la trouve pas toujours. Donc j'ai utilisé évidemment les applis de rencontre, ça m'arrivera encore parce que c'est la vie et c'est normal. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ouais, il y a une forme de pudeur et de retenue, bien sûr. Ben oui, ça ne doit pas être évident. Tu es célibataire depuis longtemps? Assez longtemps quand même. Genre combien de temps? Ça dépend comment on compte, mais une vraie relation longue depuis plus de 3 ans. J'en ai pas eu depuis 3 ans. D'accord. Et tu avais été en couple pendant longtemps? Là, cette relation-là, pendant un peu plus de 2 ans. D'accord. Ouais. C'est facile, c'est évident d'être en couple ou d'avoir la place pour l'amour quand on est tant pris par la politique et ses convictions? C'est dur parce que la politique, c'est non seulement une addiction, c'est vrai, mais c'est un amour en soi. C'est pour ça que je défendais les engagés en politique, quel que soit le parti, parce que moi je connais personne qui fait de la politique juste pour ce qu'on imagine, c'est-à-dire un peu de sous, un poste, des paillettes, la lumière, etc. Il y a ça, il y a de l'ego en politique, hein. C'est un métier de représentation, avec tout ce qui va avec, comme un artiste, quoi. Mais il y a plein de sacrifices et d'engagements, parce que je ne me plains pas, moi j'ai choisi, j'adore, et je veux continuer à en faire, peut-être pas toute ma vie, mais à un certain moment. Mais oui, il y a des choses qu'on n'a pas avec, et c'est plus difficile de rencontrer. En fait, c'est pas plus difficile de rencontrer des gens, parce qu'on rencontre plein de gens en politique. Ce qui est difficile, c'est la rencontre un peu sincère, des deux côtés, et puis c'est de trouver du temps. Et du temps de, comme disent les Anglais, quality time. Tu as du temps où tu n'es pas sur le téléphone en train de gérer une urgence, et ça, je l'ai vécu dans des relations longues, et puis des relations plus courtes que j'ai eues depuis. Je sais que la politique, ça a un peu abîmé la relation ou fragilisé. Parce que c'est un peu, la politique est un peu ton maître, c'est que tu lui donnes du temps. Et c'est pas seulement l'addiction au sens je veux faire une émission, aller au Parlement, défendre un dossier, etc. C'est que tu es un peu pris par l'urgence. Tu es mis des transports, peut-être pas ton téléphone la nuit, parce que s'il y a un gros accident de la route, il faut que tu y ailles, il faut que tu réagisses, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà, c'est comme ça, tu le sais, hein. Pas de problème, moi j'ai adoré. Mais y a des inconvénients et c'est vrai que le couple, il en prend un petit coup. Et enfin, je voulais finir avec la question suivante. Et tu as le droit, et c'est OK si tu me dis je ne veux pas répondre. Voilà, j'ai peur là de la... Je vais te parler de ton livre. Je dirais malgré tout que la politique est belle. Oui. En page 7, tu écris à mes amis de 20 ans, tu sais où je vais aller, ouais. Parfois 30, qui sont mes meilleurs guides, à ma famille qui reconnaîtra un peu d'elle-même, à J, à qui je n'ai jamais cessé de penser. Je voulais savoir qui était J. C'est un premier amour, ça compte toujours, un premier amour. J'ai mis J justement
pas qu'on sache qui c'est, juste pour que lui se reconnaisse. Et c'était important pour toi de le notifier, de l'écrire en page 7? Ouais, c'est venu spontanément parce que j'ai fait qu'un bouquin, mais on y met du cœur, on s'expose. On s'expose avec des idées politiques, un peu de récit personnel aussi. Et puis c'est un exercice classique, mais j'y tenais. On remercie des gens, c'est l'occasion, parce qu'on ne dit pas souvent merci, à qui on pense, qui vous ont aidé, construit, etc. Et son premier vrai amour, pour tout le monde, hein, gay ou pas, il compte, et puis il laisse des traces, bonnes et mauvaises. Voilà, et donc, je sais pas, c'était important de le dire, et que la personne le sache. Merci Clément Beaune. Merci. Clément, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ouais. Ton compte Instagram, c'est clément.bonne. Il y a simple. TikTok aussi. J'ai pas TikTok. T'as pas TikTok? Et non, ouais, j'étais surpris. D'accord, bon, tu vas le créer. Ok. Tu vas le créer, tu verras, c'est sympathique. Je passe déjà trop de temps sur les réseaux, j'avoue. Il y a plein de trucs bien, puis il y a des trucs, parfois, tu es un peu embarqué dans... Tu regardes des chats qui font des trucs ou des recettes de cuisine, parfois je me dis, bon, j'ai perdu du temps. Donc si tu m'en rajoutes un... Ah, les fameux algorithmes. Les algorithmes. Les fameux algorithmes. Merci. Pour réguler tout ça. Merci Clément, j'ai passé un super moment, vraiment, en ta compagnie. J'espère aussi que vous avez appris, que vous avez pu découvrir Clément Beaune, j'espère différemment. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité politique. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.